Et merde, il n'y a pas d'autre mot. Bon les petits amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai la poisse, bon, vous l'avez vu dans le titre. Je dois répondre normalement aux questions pour cette FAQ 2020 et j'ai très mal commencé cette vidéo parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi le lancement, le rec ne s'est pas fait sur la caméra principale. Elle ne s'est pas faite du tout alors qu'en fait j'étais occupé à démonter un objectif en même temps que de répondre aux questions. Merde, et du coup je sais pas revenir en arrière, je sais pas le remonter parce qu'il y a même des pièces que j'ai cassées en fait du coup. Donc flûte, désolé. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tu l'auras vu avec le titre. Et ce que je viens de dire du coup, je vais répondre aux questions posées dans la dernière vidéo, FAQ 2020, j'en ai même pas fait en 2019, ça faisait un petit temps que j'en avais pas fait d'ailleurs. Pour répondre à ces questions, en même temps, je compte toujours du coup démonter un objectif qui est cassé, hein, je vous rassure, bien évidemment, il ne fonctionne plus de base, et là, de toute façon, il ne fonctionnera plus du tout. Et le début de cette vidéo, du coup, a été coupé et perdu. Des premières pièces que j'ai déjà commencé à démonter, elles sont assez oxydées en fait, donc c'est un objectif qui à mon avis doit être assez vieux. C'est le 1785 de chez Canon, et que du coup, je suis occupé à démonter. Allez, première question du coup de Raphaël Boiteux. Salut Pierre, penses-tu qu'il est possible de faire de bonnes photos de ciel étoilé, de voie lactée, avec un micro 4 tiers? Oui, je pense qu'il est totalement possible de faire ce genre de photos, même avec un micro 4 tiers. Tu as des appareils qui sont par exemple comme le G9 ou le Olympus, je sais plus les modèles chez Olympus, je les connais même pas par cœur, qui sont vraiment très bons et qui pour moi pourraient te permettre de faire ce genre de photos. Après évidemment, c'est possible également avec d'autres boîtiers, on est bien d'accord, mais c'est pas toujours simple parce qu'il faut souvent monter en ISO. Souvent, pas tout le temps. Et les micro 4 tiers sont pas souvent très doués pour ça. Donc c'est possible de le faire. Oh, il y a d'autres choses ici. C'est possible de le faire, surtout avec l'optique que tu me mentionnes, pardon, qui est le Voigtlander 10,5 mm. J'ai commencé avec la première question, je vous ai même pas présenté ce que je faisais. J'ai du coup juste dévissé le capot qui est juste là. Il y avait 4 vis à enlever, il y avait un petit connecteur à couper. À mon avis de base, il fallait pas le couper, mais je l'ai fait quand même. Voilà. Un petit coup de ciseau, on n'en parle plus. Du coup, je suis arrivé ici. Voilà, j'ai également enlevé la petite trappe sur le côté avec les boutons de mise au point. Je ne sais même plus où est la trappe. Elle est là. Avec les boutons, pas de mise au point, d'autofocus et de stabilisation. Voilà. Et là maintenant, je viens simplement d'enlever le caoutchouc autour de la bague de zoom. De façon à avoir accès à de nouvelles vis. De Pop1348 qui demande, ne penses-tu pas que le une monture de Sony est en fait un cache-misère pour ne pas avouer qu'il ne s'intéresse plus à l'APS-C. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi déjà le concept de une monture, donc si jamais vous n'êtes pas chez Sony, c'est juste le fait que les appareils d'entrée de gamme, les pleins formats et les caméras ont la même monture. Donc si tu prends l'objectif par exemple ici, le 10-18 que j'ai sur le A6600 qui me filme juste là, je pourrais le mettre très bien sur la nouvelle FX9 par exemple qui vient de sortir, qui est une caméra à près de 10 000 €. C'est pour moi un concept que j'aime énormément car ça te permet d'investir tout doucement et à ton rythme. Tu peux du coup acheter une caméra, entre guillemets à bas budget pour commencer, je pense notamment à la 6100 qui est très bien pour commencer, il est excellent d'ailleurs ce boîtier, et commencer à investir dans quelques optiques et puis ensuite passer sur un A7 ou un A7R ou un A7S et garder ces optiques à condition qu'elles soient valables pour le plein format bien évidemment. Et ensuite repasser sur une FS5 par exemple et garder tes optiques APS-C, tu vois. Donc pour moi c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'ai pas mal lu sur la dernière vidéo de la 6600, celle que j'ai sortie. Vous étiez plusieurs à me dire que vous trouviez que la monture APS-C chez Sony était un peu délaissée au niveau optique. Il n'y avait pas énormément. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Déjà chez Sony, je trouve qu'il y a déjà de très bonnes optiques pour l'APS-C. Du moins, je ne sais pas trop ce qui vous manque en fait. On va retrouver un grand angle ici avec le 10-18, on va retrouver un 16-55, un 18-105, un 70-300. En fait, on a un peu tout ce qu'on veut, et si on veut plus des optiques fixes, je suis occupé à péter mon tournevis, si on veut plus des optiques fixes, il y a d'autres marques qui en font très bien, comme par exemple les Zeiss Street, qui sont magnifiques, ou les Sigma, qui sont terribles aussi. Donc en fait, pour la gamme APS-C chez Sony, on peut retrouver plein de trucs bien sympas. Pour les petits amis, je suis assez ennuyé parce que du coup, j'ai enlevé le caoutchouc, pour avoir accès à cette vis-là, et je n'arrive pas à la dévisser. J'arrive pas à la voir, ce dernier. Et en même temps, du coup, j'ai l'impression d'avoir tout détraqué. Ah, si je l'ai, je peux ouvrir ici la bague de zoom.
Ok. Question suivante de Michael ou Michael, je sais pas trop comment tu le prononces, à l'écrit c'est un peu compliqué, qui me demande du coup est-ce que je préfère faire des photos de paysages avec ou sans trépied pour favoriser ma légèreté. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je fais beaucoup de paysages en ce moment. C'est une pratique que j'aime plutôt bien, ça me permet de mêler un peu la rando et le sport à la création d'images. Et effectivement, je n'utilise que très peu mon trépied. Je l'utilise que pour deux raisons, soit des photos de nuit, soit lorsque je veux faire une vidéo et que je veux me filmer tout simplement. Et donc du coup, effectivement, je préfère ne pas utiliser le trépied pour favoriser ma légèreté et favoriser le fait de pouvoir prendre des photos dans n'importe quel angle de champ, dans n'importe quel angle de vue, sans pour autant à chaque fois devoir remettre mon trépied à niveau, devoir le réduire, l'augmenter, des choses comme ça. Donc un trépied c'est vachement utile pour plein de choses, mais ça correspond pas forcément à tout le monde, et je pense pas que ça me corresponde moi en tout cas. Bon ben voilà, alors, la vis, je n'ai toujours pas réussi à l'enlever. Mais en tournant la bague de zoom, ça s'est déboîté d'un coup. J'ai forcé un tout petit peu, à mon avis j'ai dû peut-être casser un truc à l'intérieur. On commence à voir les premiers verres ici, c'est vachement cool. Donc voilà, maintenant le but ça va être d'enlever cette bague de zoom pour avoir accès à l'intérieur de l'objectif. C'est super beau, n'empêche. Cool. Alors, question suivante de Enzo. Comment stimules-tu ta créativité? Est-ce que ça vient toujours naturellement ou est-ce que tu as des comptes particuliers que tu suis sur YouTube ou Instagram? En gros, où trouver l'inspiration pour de jolis compos ou cadrages? L'inspiration, c'est quelque chose d'assez chaud à trouver, dans le sens où ce qui me correspond à moi te correspondra peut-être pas à toi. Moi, j'ai mes petits trucs et l'inspiration... C'est calé par rapport à un truc, mais je sais pas à quoi. L'inspiration vient de quelques créateurs que je suis, notamment un dont je vous parle assez souvent, qui est Christian Mattegrab, qui est un créateur allemand que j'aime énormément. Je trouve que ses vidéos sont juste folles. Sinon, pour le reste, c'est beaucoup de séries ou de films que je regarde, où je me dis, bah tiens, il y a des plans qui sont super beaux et qui ont l'air simples à faire, donc soit j'y vais au talent, soit j'essaie de me renseigner pour savoir comment est-ce qu'ils ont fait. J'arrive pas à l'enlever. Ah, Pixfactory qui avait une superbe question. Je l'ai vu passer tout à l'heure et elle est magnifique. J'ai une question, monsieur. Alors voilà, je me demandais comment dire. Est-ce que tu penses que YouTube va saturer de chaînes dites techniques, images, vidéo? Je peaufine. Si Peter McKinnon est en tête de liste, Mati est la deuxième vague. Ensuite, dans l'arbre de diffusion, il y a la rubrique francophone. Probablement une dizaine de lignes en dessous. Là, tu commences avec Olivier Schmitt. Puis en fait, il n'y a pas vraiment de deuxième ligne. C'est plutôt une dernière ligne de fond. Je ne vois pas de chaîne se démarquer dans la fonction. Donc ma vraie question, est-ce que tu as un plan pour sortir de la masse? Et c'est ça en fait la vraie question comme il l'a dit. Est-ce que tu as un plan pour sortir de la masse? Non. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai la chance de ne pas vivre de YouTube et de ne pas me sentir obligé de sortir de la masse. Et en fait, je commence tout doucement à saturer un petit peu de vous faire du test de matériel, entre guillemets un peu bête. C'est-à-dire de le tester sur une semaine et puis de vous dire « Ah ouais, il est bien, cet objectif il vignette pas, cet objectif il a un bon autofocus ». Comme je l'ai dit un peu plus tôt également, aujourd'hui tous les appareils sont vraiment excellents. Tous. Donc là non plus à ce niveau-là, il n'y en a plus un qui sort de la masse. L'A7 III est pour moi le dernier qui a fait vraiment un gros boom. Peut-être un peu le S1H et encore. Ça commence à bien bouger, tu sens que cette partie-là, elle va sauter. Donc, je ne pense pas avoir de plan pour sortir de la masse, mais je commence à ne plus vouloir faire comme les autres et à vouloir peut-être le tester d'une autre façon. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce que j'ai par habitude de ne pas dire de projet, de ne pas parler de mes projets tant qu'ils ne sont pas avancés. Mais clairement, la chaîne va prendre un petit tournant très prochainement. Donc j'aimerais avoir accès à la dernière vis qui se trouve juste là, en dessous. Je ne sais pas très bien comment je vais faire et à mon avis, je vais devoir le faire sauter avec un tournevis plat. C'est quand même beau, hein, l'intérieur, je trouve. Donc voilà, Pixfactory, pour répondre à ta question, j'ai pas de plan pour sortir de la masse parce que je veux plus être dans cette masse-là. Je veux juste faire autre chose. Voilà, toujours autour de l'image, bien évidemment. J'ai donc dû péter un petit peu ici la rubrique, enfin ce truc-là, pour avoir accès à la vis qui est en dessous. Et Louan qui demande comment faire pour se motiver. Pour se motiver d'abord, pour moi la question ne se pose pas parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, en général la motivation vient très vite. Et si jamais tu n'es pas motivé, ben,
quand je suis pas motivé, en général, en fait, je me force pas à faire une chose dont j'ai pas envie de faire. D'où le fait de ne pas vivre de YouTube. Si je suis pas motivé, s'il y a un jour sans, parce que ça arrive, et c'est pas grave, on a tous des jours sans, et bah, je range mon appareil, je fais autre chose, et je fais quelque chose que j'ai envie de faire à ce moment-là. De la cuisine, aller faire du sport, voir des amis, aller boire un verre, n'importe quoi. Mais quand je suis pas motivé à faire une vidéo, quand je suis pas motivé à faire des photos, et ben j'en fais pas, tout simplement. J'ai l'impression de jouer avec un Rubik's Cube. Tu sens qu'il n'y a plus grand chose pour que ça pète, quoi. Ah, il y a encore des trucs là. Ok, on y est bientôt. As-tu des projets en cours, demande Camtech. Oui, j'ai beaucoup de projets en cours. J'ai beaucoup de projets... Il y en a quelques-uns qui sont occupés tout doucement à se concrétiser, d'autres qu'il faut encore laisser mûrir un petit peu. Mais oui, maintenant, ne vous en faites pas, vous serez les premiers au courant. Vous serez les premiers au courant dès que les choses deviendront beaucoup plus concrètes, ce qui ne devrait pas tarder d'ailleurs. Aïe, j'ai pas envie d'en dire trop. J'ai des projets de vidéos un peu plus simples, notamment des tests de matériel faits un peu différemment et sur une plus longue période, des choses comme ça. Et puis il y a des petits projets d'autres choses. Voilà, je ne vais pas en dire plus, tout simplement. J'aime pas parler de mes projets tant qu'ils ne sont pas finis. Je suis occupé du coup à enlever les vis qui se trouvent ici. Voilà, et donc j'imagine que du coup je pourrais enlever cette partie-là. Je dis bien j'imagine parce que je ne sais pas trop en fait. Adrien qui demande, as-tu des life hacks pour la photographie ? Oui, tous les matins, je prends mon petit café et je démonte un objectif. Voilà. Non, pas du tout. Des life hacks, non, pas vraiment. Mis à part le fait que je prends mon appareil presque tous les jours avec moi, même au boulot. Je le prends non-stop avec moi. Très souvent avec un objectif de type 35, 40 ou 50 mm, de façon à l'avoir toujours sous la main si jamais il se passe quelque chose. Si jamais j'ai une envie soudaine de prendre une photo, si jamais je vois une texture qui me plaît, ou un ciel, ou si jamais je vois une lumière par exemple qui est magnifique, comme ça j'ai directement mon appareil avec moi. Mais sinon à part ça, j'ai pas vraiment de life hack. Je vais y arriver, hein, mais ça prend énormément de temps en fait de démonter un objectif. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé Fuji ou Sony. J'ai pas envie de choisir entre les deux. Les deux sont excellents, mais pour moi ne sont pas dédiés à la même chose. Je vais bientôt faire une vidéo dessus d'ailleurs entre le X-T4 ou la 6600 et en globalité entre Fuji et Sony. Pour moi, c'est deux mentalités différentes. Avec un boîtier Fuji, je vais beaucoup plus prendre mon temps à composer, à cadrer ma photo, tandis qu'avec un boîtier Sony, je vais être beaucoup plus réactif. Et c'est un peu la synthèse globale du coup de ces deux boîtiers, c'est qu'un boîtier Sony, en général en tout cas, a un autofocus qui est parfait et beaucoup plus nerveux, je trouve. Tu vas beaucoup plus shooter dans tous les sens, en tout cas c'est ma pratique, et ça correspond à ma pratique. Je vais beaucoup plus shooter dans tous les sens sans faire autant attention au cadrage qu'avec un Fuji. Donc les deux me conviennent très bien en fait. Je prends l'un ou l'autre de temps en temps. Allez, je commence à pouvoir enlever cette partie-là également. On va y arriver. Petit à petit, on va y arriver. Oh. Bon, j'ai reçu ce capot-là, voilà, et maintenant il est ouvert. Et vu comment ça tremble, j'ai l'impression que je peux pouvoir tout enlever, facilement. Mon Dieu. Ok, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo. Donc, le bac de mise au point. Les connecteurs de tout à l'heure que j'arrivais pas à enlever, que maintenant je peux simplement retirer. Ici, ça tient plus grand chose. J'ai toujours cette vis de tout à l'heure qui m'ennuie et je pense qu'il m'empêche de l'ouvrir complètement. Ok, c'est fait. C'est enlevé. Je l'ai déchiré du coup. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà. Et du coup, derrière, on n'a plus que des vis. Il y en a quelques-unes. Donc, je vais passer ça en speed. Je vais démonter toute la vis et on se retrouve juste après. Ok, on y est, c'est enlevé, zou. On arrive ici du coup. Il y a encore à mon avis 3 vis ici à enlever, et puis je pense qu'on aura accès du coup à l'intérieur de l'objectif. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc, on a cette partie-là qui vient de s'enlever. À mon avis qu'on pourrait encore plus ouvrir, mais il y a toujours cette petite vis qui m'ennuie. On a du coup ici tout le bloc optique qui est juste ici. Hop, ça je peux enlever maintenant. Je pense qu'il va commencer à se démonter tout seul en fait. Ok, donc on a ici du coup la lentille frontale de l'objectif et la lentille qu'on va retrouver à l'arrière. Et à mon avis on a tout le bloc optique ici, c'est vraiment un
je sais pas tellement, vous savez pas le voir, mais ça a un beau poids. Et on commence à voir du coup toutes les vis ici. Donc je pense qu'on va vraiment avoir accès au verre. C'est assez marrant à voir. Licorne des bois, joli nom, qui demande, quand tu arrives dans un endroit, est-ce que tu fais des photos au cas où, quand tu n'as pas d'inspiration, ou est-ce que tu ranges ton matos et tu passes à autre chose? Je rejoins un petit peu du coup la question principale, la question juste avant en tout cas, qui demandait où trouves-tu l'inspiration? Et pour moi c'est pareil. C'est pareil dans ton cas. Si jamais j'arrive dans un endroit et que j'ai vraiment pas d'inspiration, je vais quand même... Enfin ça dépend un peu de l'endroit. Je m'explique. Si jamais j'arrive dans un endroit où je suis sûr de jamais retourner, où ça va être très compliqué d'y retourner, je vais quand même faire des photos au cas où. Et dans ce cas-là, il y a des cadrages qui fonctionnent. Hein. Tu fais quelques plans larges, quelques plans serrés. Et tu fais des photos un peu sans âme, mais plus dans le sens où tu pourras avoir quand même une preuve que tu as été et tu pourras quand même avoir quelques images au cas où. Mais effectivement, de manière globale, je ne vais pas me forcer. Si jamais j'ai pas envie de faire des photos, eh ben tant pis, je fais pas de photos, c'est pas grave. On y est, bordel. Ça y est, après une demi-heure de vidéo, on commence. Alors c'est tout graisseux, c'est tout dégueu, c'est normal. On commence à avoir le bloc optique qui se démonte. Donc ça, c'est l'objectif de base, c'est la lentille de base, la lentille qui est devant. Hop. Et il nous reste ici tout le bloc, où à mon avis, il n'y a plus grand chose dedans parce qu'il a perdu pas mal de poids. Ok, donc on a terminé au niveau des questions. Je ne sais pas s'il y a encore du monde à ce stade de la vidéo parce que ça a l'air de durer pas mal de temps. Donc déjà, désolé. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là en tous les cas pour cette vidéo. Un tout grand merci si vous êtes restés jusqu'au bout parce que franchement, elle dure très longtemps pour au final pas grand chose d'intéressant. Mais voici du coup ce qu'on va retrouver à l'intérieur de nos objectifs. C'est ce bloc qu'on va appeler, je pense, il s'appelle le bloc optique, qui est du coup composé de plusieurs verres et c'est vachement intéressant. Ici c'était une optique assez standard, c'était un zoom assez standard. Je serais pas mal tenté d'ouvrir des objectifs macro ou des téléobjectifs ou même des fixes pour voir un petit peu la différence parce qu'ici du coup on a tout le système de zoom qu'on va retrouver et qu'on n'a pas du coup sur un objectif fixe fatalement. Un tout grand merci d'être resté jusqu'au bout dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépendra quand tu regarderas cette vidéo. Nous on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Alors en attendant, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes, c'est le plus important. Et puis à la prochaine, ciao tout le monde.